Les mains dans la pop. Ok, Les mains dans la pop. c'est les mains, C'est ma nouvelle obsession. mais dans la pop. Bonjour et bienvenue les amours dans les mains dans la pop. Ici Mao Drama et en face... Audrey. Actu, tendance et décryptage de la pop culture, mais aussi gloire et déboire des célébrités qu'on aime et qu'on déteste en secret. On est là et en tout cas, vous pouvez lâcher les réseaux, on scrolle pour vous. Re-bienvenue, j'espère que vous allez bien. Si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à écouter tous nos précédents podcasts sur toutes les plateformes de streaming. Aujourd'hui, en vrac, on va parler de trucs super affriolants dans le bon sens. Aloïs Sauvage, la revue Censored et le sujet du jour, drama dans la villa des anges. Serait-ce la fin des influenceurs et des influenceuses? Peut-être bien, on va en débriefer. Audrey, comment vas-tu? J'ai failli me faire kidnapper par mon Uber hier, mais sinon ça va. Très bien, pas de code promo sur la vie. Mais code promo en revanche, pour les mains dans la pop. Et oui, les amours, notre troisième membre, notre troisième bras, on dirait que je parle d'une tub imaginaire, notre troisième antenne, notre troisième amour, Kumbis, qui fait partie des mains dans la pop, nous revient bientôt, a priori plus qu'un mois avant qu'elle revienne de congé maternité, car je la laisse vous parler elle-même, mais elle a de grandes choses à vous dire. Hello à tous les auditeurs des mains dans la pop, ici Kumbis en direct de Bruxelles. Je voulais attendre que mon fils s'endorme pour vous faire cette petite note vocale, mais si je devais donner un seul conseil aux futurs parents, n'attendez pas que vos enfants dorment pour faire quelque chose parce qu'ils ne dorment jamais au bon moment, sinon c'est un peu trop facile. Donc si vous entendez des plaintes, des rires, des pleurs ou même des proutes, c'est parce que mon fiston qui est né le 14 février dernier est sur mes genoux. Oui mon amour, on parle de toi, il aime bien être le centre de l'attention comme sa mère. Et donc là en fait on sort d'un petit biberon, attendez je replace ça tout de suite, voilà. On sort d'un petit biberon et là on passe un petit moment amical à se regarder les yeux dans les yeux et je fais son apprentissage musical. Hier il a écouté Zo de Caris et aujourd'hui on apprend les paroles de Je t'aime encore de Céline Dion. Je tiens vraiment à ce que mon fils connaisse la crème de la crème musicale. Et même si ces moments à deux sont des instants de pur bonheur, je ne vous cache pas qu'il me tarde de revenir auprès d'Audrey et de Mao et de parler d'autre chose que de biberons et de millilitres ingurgités parce que je vous promets que j'ai l'impression d'être devenue une femme chic des beaux quartiers du Connecticut qui n'a qu'un seul sujet de prédilection. Et si je me suis bien promis deux choses dans ma vie, c'est de ne jamais remettre de bandana rouge et de ne jamais devenir une maman gonflante. Donc, à bientôt pour des nouvelles notes vocales où je vous parlerai plus de mon fils, mais beaucoup plus de pop culture, d'actualité, d'amour, de gossip et de tout ce qui rend notre vie un peu plus salée et un peu plus sucrée. Je vous dis donc à très 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 vite. Allez, on passe tout de suite à l'actu chaude avec le ou la gagnante de la semaine. Win ou lose, Oui. telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. Icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Mao, dis-nous tout. Peut-être commence par un loser, commence fort. Je commence ça par un loser pour aller avec ton actu de l'Uber qui a failli te kidnapper parce que C'est t'as ça. quand même dit ça sans rien dire d'autre. Ça, tu Vraiment. vois, c'est très générique des J'ai gens de la lâché, télé-réalité. On voit juste une meuf hurler « Quoi ? Ma crème, c'est une fils de pute !» Et voilà, et on n'a pas le contexte. Exactement, c'est un cliffhanger. Aujourd'hui, on est dans la série Nous sommes riches et alors, on va parler du plateau de l'émission Belle Époque de samedi dernier sur France 2, présenté par Léa Salamé. Alors samedi dernier, sont présents en plateau deux anciens grands joueurs qui aujourd'hui sont multimillionnaires. Il s'agit de l'ancien joueur de football David Ginola et l'ancien basketteur Tony Parker. Donc c'était une mixité choisie de millionnaires, histoire d'avoir un peu des regards disruptifs sur la vie et l'actualité. Et Léa Salamé, d'ailleurs toujours disruptive, demande « Dis donc, ça rend fou tout cet argent ?» Et déjà la question, je la trouve drôle parce que ça c'est une question que t'as que quand t'es privilégié. C'est un peu comme si moi on me disait « Et alors ? Ça rend fou toute cette beauté ? » Non, a priori, Léa. Être beau et riche, ça va bien. Moi, j'ai joué en Suisse récemment et le SMIC, sachez-le, à Genève, est à 4 000 €. Eh bien, je peux te dire que là-bas, les gens ne sont pas fous, ils sont apaisés. Tout va bien dans un monde où tu as de l'argent. J'ai vu un enfant pleurer en silence, Audrey. Il y avait juste pas de bruit parce qu'il est riche. La présentatrice explique ensuite le bien fondé de sa question. Les deux auraient évoqué le rapport
étrange, je cite, des Français à l'argent dans d'autres interviews. Alors en fait, je pense que c'est que quand t'as pas quelque chose, tu as toujours un rapport un peu étrange. Et surtout en ce moment, on a l'inflation, on a des bas salaires, il y a un déclin écolo, tout va pas très bien. Et quand tu connais pas quelque chose, tu agis pas en habitué. Moi, j'ai un rapport étrange dans les villas, dans les yachts, dans les relations amoureuses stables. C'est normal lorsqu'on ne connaît pas quelque chose. Bon, on est un peu chelou. David Ginola dénonce alors le tabou autour de l'argent en France où on ne donne pas son salaire. Moi, je pense pas qu'on donne pas son salaire parce que c'est tabou. Je pense qu'on le donne pas parce que ils sont souvent bas et c'est pas facile d'être fier de quelque chose qui est bas quand on t'explique que la réussite se mesure à ton compte en banque et pas à ta qualité de vie ou à ta qualité d'âme. Je veux dire, tu hurles pas dans les toits. Je gagne la médiocrité, je gagne 1300 €. Qui dit mieux? Tu vois, il y a un truc bizarre. Moi, je suis pas en soirée en disant genre, mes pointes sont sèches, je suis médiocre capillairement parlant. Qui veut toucher? Tony Parker explique qu'aux États-Unis, les gens sont fiers de leur réussite. Christine O'Krent rajoute « Oui, les Français ont un problème avec la jalousie face au succès. Je pense que les Français n'ont pas un problème de jalousie, ils ont un problème de précarité et de famine. » Voilà, je n'ai pas d'autre répartie à part « gna 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 ». J'ai essayé de répéter ce qu'il disait, mais autrement, en langage pauvre, j'utilise peu de mots. Et alors, on arrête avec la précarité, on va parler d'une info riche, une info qui est une info de win, une info gagnante. Alors moi, je vais vous parler d'un petit winner quand même. Le projet de loi qui veut interdire en France les discriminations capillaires. Ouh. C'est une proposition qui me ravit pour avoir vécu de telles discriminations au quotidien. Parce que bon, en plus de devoir passer des heures à coiffer mes cheveux, je me tapais pas mal de trucs depuis l'enfance à l'école où on me disait que mes cheveux défrisés à coups de produits chimiques, justement pour mieux rentrer dans la norme, c'était trop raide, pas assez souple, que mes nattes, ça faisait sale, que mes cheveux crépus, c'était bizarre. Donc je pouvais vraiment jamais gagner. Au travail aussi, il y avait des remarques sur le professionnalisme de mes cheveux, comme si c'était pas vraiment les trucs qui poussaient de ma tête. Enfin, j'y peux rien, tu vois. Et en soirée, quand on me fourrait littéralement la main dans l'afro sans me demander, juste pour voir ce que ça fait. Donc, en tout cas, cette loi, je pense qu'elle va ravir pas mal de monde. Le projet de loi est porté par Olivier Servat, c'est un député de la première circonscription de la Guadeloupe. Et donc, cette loi vise à interdire les discriminations basées sur la texture ou le style des cheveux et de la chevelure en entreprise, mais aussi en milieu scolaire en France. Donc. Et donc, le but, c'est d'ajouter la notion de discrimination capillaire au code pénal et aussi au code du travail. Un petit peu pour ajouter une pierre à l'édifice de la lutte contre les discriminations, parce que ça manque un petit peu en France. Jusque-là, justement, il n'y avait pas grand-chose. On était seulement armés de quelques lois qui n'étaient pas franchement beaucoup appliquées autour des injures racistes, mais il n'y avait rien autour de ces micro-agressions qui ne sont pas si micro que ça, parce que ça révèle un racisme systémique qui est bien ancré, avec vraiment des conséquences graves et directes sur la santé mentale, sur l'emploi aussi. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir si le projet de loi il va être adopté dans le pays où on ne voit pas les couleurs, et si c'est le cas, je serais vraiment agréablement surprise. Et d'ailleurs, au même moment, figure-toi qu'il y a le Crown Act, ou alors la loi 2116, qui est en phase d'être adoptée de manière plus complète dans plusieurs États des États-Unis, et elle tire son nom, donc Crown, d'un diminutif qui veut dire Create a Respectful and Open World for Natural Hair. On dirait vraiment une pub pour shampoing. Oui, pour le bonheur. Et ce qui veut dire créer un environnement respectueux et ouvert pour les cheveux naturels. Et cette loi, elle vise à interdire la discrimination liée aux cheveux naturels, tressés, tissés, loxés, dans les lieux publics et dans les écoles. Donc voilà, trop hâte de voir si ça aboutit. Moi aussi, et merci pour cette bonne nouvelle, ça fait du bien. Le combat pour l'égalité passe dans n'importe quel détail, puisqu'un détail n'est souvent pas un détail, et dit beaucoup. Vraiment, ouais. Tu veux peut-être enchaîner sur un winner ? Oui, on continue dans les bonnes nouvelles. Oui. Alors moi, je vais parler de l'artiste, actrice et chanteuse Aloïse Sauvage, qui est ma winneuse. Elle a fêté en grande pompe samedi dernier à la WET, organisée par Barbiturix. Trop bien. Oui, trop bien. Gros big up à Barbiturix, incroyable collectif, notamment organisateur de soirées. Elle a pu lancer son nouvel EP. Alors son EP s'appelle Le Club des Étranges, pour parler de la fête, et parce que la fête est un lieu politique, on ne le sait que trop bien dans nos milieux queer. Ils nous permettent de vibrer, de nous libérer, de résister. Alors pour cette EP, elle a décidé de revisiter 4 de ses titres en collaboration avec des artistes queer autour d'une même thématique, les amours lesbiennes. D'où sûrement la sortie à la WET. Donc des titres sont repris comme Jimmy ou Homowi, vraiment que je conseille à chacun et chacune d'écouter, qui sont interprétés en version piano-voix, tandis que Unique et Jolie Danger ont droit à des remixes de Chloé, D-Rive, Sentimental Rave, Cheetah, Barbara Butch, Agathe Mougin et Calling Marianne, selon un article de Tétu. Incroyable
de commu d'artistes autour d'elle pour faire danser chacun et chacune lors de la prochaine marche des fiertés. Et surtout, on peut tous se donner rendez-vous à l'Olympia le 16 mai prochain. Aloïs Sauvage décide de fêter cette sortie et de faire un énorme concert. Je suis ravie. Et puis j'espère que j'aurai l'occasion de pouvoir féliciter moi-même cette artiste puisque je joue avec elle au Les Arts le 26 août prochain. Si vous ne connaissez pas le Les Arts, c'est un festival de mise en avant d'artistes queer et lesbiennes incroyable qui a lieu chaque année. Donc voilà, vive la fête politique. Trop bien. Trop bien, jusqu'au loser dont tu vas nous parler. Transition. Ouais, alors moi je vais vous parler de la saga Twilight qui va avoir droit à une adaptation série. Alors, là c'est forcément déjà une loose. Moi j'en peux plus de Twilight, faut que ça s'arrête. Je dis loser parce que ça va être la catastrophe, je le sens déjà. Mais bien entendu, je vais regarder par curiosité. Ça a été confirmé par Hollywood Reporter. On est vraiment aux prémices de l'adaptation. Il n'y a pas encore de scénariste, il n'y a pas de plateforme associée non plus au projet. Mais en tout cas, on sait que l'autrice des livres desquels les films ont été adaptés, Stephanie Meyers, on ne sait pas encore qui seront les acteurs ou les actrices. Voilà, pour rappel, Twilight, c'est 4 romans épais comme des briques. Il y a Twilight, New Moon, Eclipse, Breaking Down. Ils ont été publiés entre 2005 et 2008 et vraiment, ils ont bercé mon adolescence et nourri vraiment de drôles scénarios dans ma tête. Alors, je dis adolescence parce que j'ai un petit peu honte. En fait, j'étais déjà majeure. Je dis adolescente, enfin, à 22 ans, comme chacun sait. Ouais, vraiment. Mais bon, bref, c'est aussi une saga de 5 films avec Robert Pattinson en vampire malpoli et constipé. Il y a Kristen... mais c'est vrai, on dirait qu'il est constipé. Kristen Stewart en ado, un peu pick-me, avec vraiment un instinct de survie pété. Il y a Taylor Lautner aussi, qui passe vraiment 90% du film torse nu. Et voilà, les films sont sortis entre 2008 et 2012, période à laquelle j'étais déjà assez grande pour réaliser que c'était vraiment absurde comme scénario, ce qui m'a quand même pas empêché de regarder au moins les 3 premiers films. C'est absurde, Audrey, je veux dire... Un homme qui brille comme des paillettes à la lumière du jour et qui doit se cacher. C'est n'importe quoi. Et malgré tout ça, malgré ce scénario bancal, c'est aussi 3,4 milliards de dollars au box-office, donc on comprend mieux pourquoi ils veulent faire un peu revivre le truc. Déjà que je trouvais que les films étaient tirés par les cheveux, ce qui a donné lieu à des scénarios vraiment rocambolesques, voire vraiment difficiles à avaler, qui prêtaient vraiment plus qu'à rire qu'autre chose. Je fais par exemple référence à la scène où on voit littéralement des loups en 3D, vraiment une 3D bof, se parler par télépathie à travers les bois. Oui, c'est une scène réelle. Donc j'ai peur que la série, en fait, elle parte encore plus en vrille. Pour moi, il faut laisser Twilight reposer en paix, réveiller les morts, ça porte pas chance. Et puis, je me demande aussi comment ils vont adopter certains passages qui sont quand même très problématiques. Par exemple, Jacob qui tombe amoureux littéralement d'un bébé. Il y a Edward qui est centenaire qui s'introduit dans la chambre de l'ado Bella pour la regarder dormir toutes les nuits. Ça passait déjà pas de ouf en 2008. Alors je me demande vraiment comment ils vont faire en 2023. Est-ce qu'il va y avoir une version un peu plus woke dans laquelle Edward n'est pas un prédateur sexuel romantisé. En tout cas, j'ai aussi hâte de voir si les acteurs et actrices de la série prendront un peu plus de plaisir à tourner Twilight que les acteurs et actrices des films, parce que pour rappel, Robert Pattinson, il a vraiment craché sur la saga tout au long de la promotion. Il a vraiment pas hésité à dire que c'était vraiment pété comme scénario. Il retissait vraiment les films H24. Les conditions un peu comme étaient mauvaises. Les conditions de tournage, le scénario, il en avait marre, quoi. Tu sentais qu'il y avait vraiment juste les signatures du contrat qui le retenaient là. Mais quand même, je suis nostalgique, donc je vais regarder. Eh ben écoute, moi je vais te regarder et en parler dans ce podcast pour nous dire de peut-être pas regarder. Le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine ? Vous avez des idées ? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas ? Elle a osé. On en parle souvent peu à cause d'un regard classiste. La télé-réalité est pourtant le reflet de nos sociétés et le reflet d'une histoire en mouvement. Quand on regarde Sebi Dadi et Mila Jasmine, oui, on peut lire un petit peu les idées progressistes qui nous traversent. Non, pas les idées progressistes. Où va le monde en termes d'image, d'influence ? Et d'influence, c'est ce dont on va parler. On va parler des concepts de de-influencing. Comprenez donc la désinfluence, le démarketing qui rejette la culture de surconsommation, parfois identifiable chez certaines marques, dont certains et certaines candidates de télé-réalité sont un peu l'image d'Épinal, à avoir vendu des faux produits, qui a pris en grippe notamment Booba, qui a créé un mot qui s'appelle influvoleur, qui a créé aussi un mouvement qui s'est retourné comme une campagne d'harcèlement contre Magali Berda, grande papesse des réseaux sociaux et des influenceurs. Audrey, je te laisse la parole pour nous en dire un petit peu plus dans ce reportage 100% authentique. 100% authentique, contrairement à certaines influenceuses qui n'hésitent pas du coup
à mentir à propos des promotions. Le defluencing ou désinfluencing, il y a les deux qui se disent. Moi, je vais choisir déinfluencing. Sous ce hashtag-là, il y a des dizaines de milliers de vidéos et comme tu le disais, qui concernent surtout le secteur de la beauté et des produits cosmétiques, mais pas que. Il y a aussi des gamers qui donnent maintenant des avis sur les chaises, les microphones et même les casques qu'ils ne recommandent pas. Alors, pour faire un petit retour en arrière sur le secteur un peu de l'influence, la beauté est vachement mise en avant. Il faut dire qu'en 2022, l'industrie de la beauté, elle génère plus de 100 milliards de dollars de revenus dans le monde, selon la plateforme de marketing d'influence qui s'appelle Tracker. Que même si à ses débuts, l'influence beauté, elle offrait principalement, d'ailleurs sur YouTube, des avis impartiaux sur des produits avec vraiment des vidéos où les créateurs et créatrices donnaient leur avis vraiment impitoyable sur les marques. Ça a rapidement plus du tout été le cas. Vraiment, à partir du moment où le marketing a flairé le potentiel de l'influence, c'est devenu vraiment un truc à part entière. Les marques ont vraiment capitalisé à fond sur les influenceurs, les influenceuses, en qui justement les internautes avaient confiance. Il y avait vraiment cette relation, ce lien de confiance. Mais d'un côté, t'avais les internautes qui voulaient des avis sincères et de l'autre, t'avais les marques qui poussaient les influenceurs, influenceuses à promouvoir des produits de manière positive. Donc ça posait problème. Et il y a une étude d'ailleurs qui a été menée sur le sujet, une étude de Reach, selon laquelle 68% des personnes interrogées estiment qu'il faut bannir les arnaques, 51% pensent qu'il ne faut pas présenter de corps retouchés, 48% pensent qu'il faut une transparence totale des partenariats et 47% qu'il faut promouvoir une consommation plus responsable. Et de là est né du coup le mouvement un peu de-influencing, où justement il y a des créateurs, créatrices de contenu qui poussent les internautes à arrêter de consommer les produits qui sont promus par d'autres influenceurs, influenceuses, en mettant en avant soit le fait qu'ils sont complètement inutiles, soit leur inefficacité. Par exemple, on retrouve des vidéos titrées Top 10 des produits viraux que je déteste, alors qu'avant c'était vraiment le contraire. Ou bien alors, il y a des créateurs, créatrices de contenu qui décryptent des vidéos d'influenceurs, influenceuses pour détecter les contenus promotionnels. Par exemple, moi j'ai vu la vidéo d'une influenceuse, une TikTokeuse qui s'appelle Honest Beauty, qui réagissait à la vidéo d'une autre TikTokeuse beauté. Elle en fait genre des tonnes, c'est de la grande elle comédie. en fait des tonnes, genre elle prend plein d'air dans sa bouche, genre avec surprise. Ouais, voilà, en appliquant du blush face caméra. Puis ensuite, tu vois l'autre qui explique d'un ton un peu moralisateur. Alors, quand elle commence à feindre la surprise comme ça, avant même d'avoir appliqué du produit sur leur peau, c'est comme ça qu'on reconnaît la promotion. Hashtag de-influencing. Et les réactions face à ce genre de vidéos qui dénoncent, elles sont mitigées. Dans les commentaires, il y a deux teams. Il y a celles et ceux qui cancellent les influenceurs et influenceuses qui sont critiqués. J'ai vu des commentaires comme par exemple « Enfin, on se réveille, on commence à voir la vérité !» On met beaucoup quand même d'intensité sur des petites choses. C'est ça. Ou alors, ce sont des pubs vivantes en parlant des influenceurs, on ne leur fait plus confiance. Et puis de l'autre côté, tu as celles et ceux qui les défendent becs et ongles, ou alors qui tout du moins relativisent. Par exemple, j'ai vu des commentaires comme moi si on me payait 50 000 $ pour une vidéo, moi aussi je feindrais la surprise, tu vois. Franchement, moi aussi. Vous savez quoi, j'adore Kev Adams. Je retire tout ce que j'ai dit. Donc voilà, le capitalisme a encore de beaux jours devant lui. Tu es payé pour entourlouper des gens et puis t'as quand même des gens qui gratuitement, les gens même que tu entourloupes, qui te défendent en commentaire. Enfin bref, voilà. C'est une mode, le de-influencing, qui survient pile au moment où ça semble être un petit peu la fin du règne des influenceurs, influenceuses qui se retrouvent à faire des sessions de signature ou des rencontres VIP dans des centres commerciaux ou dans des quicks du coin. Oui, j'ai vu des vidéos. Et donc voilà, on est bien loin du rêve des influenceurs et vraiment du pic de leur influence, tout simplement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Est-ce que tu as vu des trucs sur leur déclin ? Oui, alors j'ai vu des vidéos virales sur TikTok, notamment d'un gars qui s'appelle Sebi Daddy. Ouais. Tu vois, c'est un mec très intense qui parle comme ça pour dire bonjour. C'est horrible, Léa Marie m'a pas dit bonjour. Bon, c'est un petit peu un délire et tout, mais ma phobie. Les gens kiffent sa vibe puisqu'il a quand même plus de 4 millions d'abonnés sur Instagram. Et en gros, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais depuis que Booba est parti en guerre contre les influenceurs et les influenceuses, on reviendra plus tard sur le pourquoi du comment cette histoire a commencé. Il fait des vidéos, qui sont bizarres, bien sûr des vidéos pour créer du contenu, où il est sur TikTok, il est en mode genre à cause de Booba, je dois aller sur Pôle emploi, je touche le RSA. Alors il faut savoir que Sebi Daddy, il habite aux États-Unis et qu'on ne peut pas toucher le RSA quand vous n'habitez pas sur le territoire français, je vous le dis. C'est arrivé à une amie. Une amie qui a tenté plus ou moins peut-être de frauder le RSA et qui pendant 6 mois ne vivait pas en France mais à Barcelone. Elle a bien été retrouvée par le RSA pour tout rembourser. Donc
Croyez-moi bien, ces bidadis, ne touche pas le RSA, n'est pas sur Pôle emploi. Mais bon, du coup, ça a permis un petit peu de nourrir cette espèce de vague, quoi, de est-ce que les influenceurs et les influenceuses sont devenus pauvres? Voilà, par exemple, Jazz et son mari billionnaire, ils ont fait un appel pour dire qu'ils étaient prêts à faire des apparitions rémunérées, ce qu'on appelle des bookings, mais plus du tout dans des boîtes de nuit, genre dans des tacos, dans des kebabs, voilà, dans des endroits où tu vas plutôt être avec un public très jeune, et voilà, leur cible a changé, quoi. Alors qu'avant, normalement, ils étaient payés genre 2000 ou 3000 euros, mais pour aller en boîte de nuit, pour un truc un petit peu plus sympa et tout. En gros, de bouquez-nous, on a vraiment plus d'argent. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en mode genre, bah bien fait. Bah tu sais quoi, non, pas bien fait. Enfin, c'est aussi des gens qui viennent de milieux hyper défavorisés. Ils ont trouvé une porte de sortie. Bon, une porte de sortie qui est aussi devenue de l'escroquerie. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé au tout début de l'histoire? L'histoire débute en décembre 2021, quand l'influenceur et chasseur de scoop Marc Blatta s'en prend au rappeur Booba. Donc le candidat de télé-réalité, qui est installé donc dans le paradis fiscal le plus homophobe de la Terre, depuis 2019, lance la rumeur selon laquelle le duc de Boulogne aurait porté lors d'un shooting une fausse montre de la maison d'horlogerie de luxe Richard Mille. Booba, sur son grand cheval blanc, se lance aux trousses de l'influenceur et de son business de crypto-monnaie. Et c'est en partie grâce à ces activités que Marc Blatta et son épouse Nadé, également influenceuse, s'assurent un train de vie confortable sous les palmiers de Dubaï. Mais depuis le début, cette activité était peut-être une énorme supercherie. Il enquête sur les activités de Marc Blatta. Il découvre qu'il n'est pas l'unique influenceur des réseaux sociaux à duper sa communauté. Drame dans la Villa Audrey. Sur son compte Twitter, le rappeur interpelle d'autres collègues comme Dylan Thierry ou Maïva Guénam, qui ont en partie fondé leur fortune sur des partenariats avec des sites de dropshipping. Alors, le dropshipping, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est le fait de prendre un produit chez un géant du net, de l'acheter pour un moindre coût, de le repackager et de le mettre en vente avec une grande marge. Maïva Guénam, elle l'a fait à un moment avec Guénam Beauty ou je sais plus quoi. Enfin, elle avait en tout cas des pseudo-highlighters géniaux qui étaient en fait achetés sur AliExpress. Parfois, c'est très lucratif puisque Jazz, dont je te parlais tout à l'heure, à un moment, elle a fait un business de montres achetées 9 € sur AliExpress, vendues des centaines d'euros. 24 heures après, de combien était le chiffre d'affaires? 1 million, mesdames et messieurs, avec 0 € d'investissement, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir de stock et que les produits existaient déjà. Mais en plus de ça, 90% des clients n'ont pas reçu de produits. C'est donc devenu une escroquerie. Après, bon, voilà, on n'énumère pas le nombre de produits qu'ils ne testent pas, qu'ils font semblant d'utiliser, de manger, etc., soi-disant pour maigrir. Tout ça avait besoin, c'est vrai, d'être recadré. Et d'être recadré, d'ailleurs, notamment à la demande de Magali Berda, qui est devenue la cible principale de Booba. Magali Berda, pour ceux qui ne voient pas, c'est la manageuse des plus gros influenceurs. Et le chanteur l'accuse d'être derrière toute cette supercherie. Elle a notamment été visée sur les réseaux sociaux, mais elle a été tellement insultée par la communauté du rappeur que celui-ci a fini par avoir son compte Instagram bloqué. Donc il est bien sûr allé dire ouin ouin et faire quoi? On me bloque moi alors que je suis la voix de la vérité pendant que elle vole. Oui, mais en fait, on lui a pas bloqué parce qu'il était en train de dénoncer de la supercherie. On l'a bloqué parce qu'il était en train de la harceler et qu'il a une communauté de mascus super aux abois et que la meuf, elle a dû déménager plusieurs fois en pleine nuit, sa vie est devenue un enfer. Elle reçoit tous les jours des menaces de viol ou des menaces de mort, donc on n'est pas quand même sur une qualité de vie qui a été rendue incroyable, quoi. Et pourquoi je disais que Magali Berda elle-même a demandé à ce qu'on encadre son activité pour laquelle elle est aujourd'hui au fond du trou? C'est vrai. En fait, en avril dernier, on a pu voir quelques photos d'influenceurs ou d'elle au Sénat parce qu'ils ont été interrogés par une commission spécifique pour commencer à écrire les lois qui encadreraient leur business. Mais elle l'a dit, en fait, elle avait déjà interpellé le Sénat 2 fois, parce qu'elle-même, elle était en mode, franchement, il y a un moment, ces influenceurs, ils ont beaucoup d'abonnés qui sont français, donc ça relève du droit français, et il faut que les règles soient claires pour tout le monde. Bah ouais. Pourquoi ça n'a pas été pris en compte? Honnêtement, probablement par classisme, de la même façon que les médias parlent peu au premier degré en prenant au sérieux toutes les influenceuses, toutes les candidates de télé-réalité. Il y a 2-3 ans, il y a des candidates de télé-réalité qui avaient essayé de lancer un mouvement pour décrire des conditions de tournage terribles, et notamment très sexistes. Personne n'en a parlé, et ça a été complètement passé sous silence. Bon, Mediapart maintenant a sorti une enquête, quand même, sur les conditions de tournage et un MeToo de la télé-réalité. Espérons que maintenant, en tout cas, ce milieu puisse un petit peu se réglementer. Bah justement, comme tu le dis, on est un peu en retard en France sur le sujet, notamment à cause des stéréotypes classistes, effectivement. Enfin, on veut pas parler de télé-réalité ni des influenceurs, influenceuses, parce que soi-disant c'est indigne du pays des Lumières. Mais en attendant, ça existe, c'est là. Donc faire l'autruche, ça offre juste une zone grise, en fait, parfaite pour tout un tas de choses pas bien. Et la journaliste Constance Villanova tweetait « Si les rédactions avaient traité l'influence des candidats de télé
télé-réalité à temps, si ce sujet n'avait pas été un angle mort pendant 20 ans, si certains sujets proposés par les pigistes avaient franchi le classisme de certains rédacteurs en chef, on se serait épargné la foire des influx voleurs. Et effectivement... Le mot inventé par Booba. C'est ça. Effectivement, si on en parlait, si c'était plus discuté, on pourrait plus réglementer. Voilà. Ce serait il y a un moins rapport tabou. au divertissement, de toute façon, qui a toujours été classiste. Je veux dire, même en France, tu vois, on va subventionner beaucoup de projets artistiques, mais pas ceux de comédie. Je mets ça en lien parce que pour moi, c'est du divertissement et je vois pas en quoi il serait spécifiquement mauvais. Tu vois, il y a des gens à qui ça fait du bien de se poser devant de la télé-réalité. Carrément. Toujours avoir un regard jugeant et moralisateur. Au début, les gens qui regardaient Molière, on disait que c'était des poufiasses. Hein. Et aujourd'hui, tu vois, c'est la comédie française. Télé-réalité future Molière. Non, mais je suis d'accord avec toi, surtout que c'est là, ça existe, donc ça sert à rien d'ignorer le truc. Mais en tout cas, ça commence un petit peu à bouger. Il y a un peu des trucs qui sont envisagés. Tu le disais par exemple tout à l'heure au Sénat. Et puis, il y a une régularisation des influenceurs, influenceuses qui a un petit peu commencé, quoi. Le mois dernier, le ministre de l'économie a présenté des mesures pour réguler le secteur qui, jusqu'à maintenant, il n'y avait aucune contrainte, comme tu le disais tout à l'heure. Le but de cette régularisation, ce serait de soumettre les créateurs et créatrices de contenu qui fonctionnent beaucoup avec les promos, les soumettre aux mêmes règles publicitaires que les médias traditionnels. En vrai, fair enough. Et en réponse à ça, il y a une troupe d'influenceurs et d'influenceuses pas contents, notamment Enjoy Phoenix, Seb Lafrite ou encore Squeezie, qui ont signé une tribune dans le journal du dimanche pour demander à, je cite, ne pas mettre une économie florissante à mal. Et donc il y a eu cette levée de boucliers que des gens ont jugé un petit peu ridicule et qui a été vraiment critiquée parce qu'il y avait des termes un peu maladroits, dirons-nous, dans cette tribune. Et voilà, et du coup Squeezie s'est même rétracté et a affirmé ne jamais avoir signé une telle tribune. Donc vraiment c'est tout un feuilleton, il y a plein de rebondissements. C'était quoi les mots maladroits ? C'est juste qu'en fait ça faisait un petit peu ouin-ouin, ne nous empêcher... Enfin, c'était... Ça nous empêche de bosser ? Oui, alors que la proposition de loi, concrètement, voulait juste réglementer justement leur travail et peut-être leur offrir des devoirs, mais aussi des droits. Et en fait, ils reprochaient aussi le fait de tous les mettre dans le même sac et de dire, c'est pas parce qu'il y a des influx voleurs qu'on est tous des influx voleurs. Et je pense que c'était pas forcément le cas de ce qui était proposé. C'était simplement, voilà, ça existe, il y a des influx voleurs. Est-ce qu'on peut pas encadrer le truc, toi ? Donc c'était un petit peu bizarre que les influenceurs, influenceuses soient contre ça. Comment tu peux être contre un truc qui va peut-être potentiellement t'aider à mieux travailler. Et bref, en tout cas, le de-influencing se vend comme un mouvement qui est destiné à lutter justement contre tout ça, à lutter contre la consommation de masse. Mais pour moi, c'est une forme d'influence. Le but, c'est quand même de faire des vues et de promouvoir des alternatives. Oui, ça reste une forme d'influence. En fait. À des produits décriés. Enfin, on te dit non, pas ça, n'achète pas ça, achète plutôt ça. Du coup, c'est juste déplacer le truc. Et la plupart des personnes justement qui désinfluencent font presque 1 million de vues sur YouTube et TikTok, donc c'est pas une grosse désinfluence, quoi. Et dans le magazine 20 minutes, il y a la super journaliste Lydia Ménez, oui, c'est ma pote. Elle explique que la tendance n'aura pas d'impact. Elle dit que ça restera purement ponctuel et surtout, elle dit que la pratique du dé-influencing, elle existe en fait depuis longtemps. C'est juste le terme qu'on vient d'inventer et qu'il y avait déjà à l'époque des vidéos de ce genre sur YouTube, notamment je cite, où on déconseillait par exemple les lisseurs Babyliss. Et moi, perso, je pense simplement qu'il s'agit d'une nouvelle tendance, une nouvelle stratégie aussi des influenceurs, influenceuses pour regagner un petit peu la confiance des internautes. Pour moi, c'est juste le marketing qui s'est adapté à la demande d'authenticité du public et qui nous fait croire que c'est la fin un petit peu de la grosse carotte. J'ai l'impression que tout est un petit peu calculé, tu vois, derrière le ton un peu de confidence des vidéos de de-influencing, il y a des grosses marques. J'ai l'impression qu'on te dit, vous voulez plus d'authenticité, plus d'humain, en voilà, mais sortez quand même votre carte bleue, quoi. J'ai pas l'impression que ce soit une nouvelle ère ou encore la fin de l'influence. Et puis surtout, je me dis, pourquoi est-ce qu'on les croirait cette fois-ci ? Pourquoi est-ce que cette fois-ci, c'est vrai, les influenceurs, influenceuses plus sincères, enfin, la plupart ont menti lorsqu'ils faisaient de la promo. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, on devrait les croire ? J'ai l'impression qu'ils disent un peu, oui, j'ai menti jusqu'à maintenant, mais cette fois-ci, je vous jure, je suis sincère. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi. J'en pense... En fait, exactement ce que tu étais en train d'argumenter dans la conclusion, c'est que sous prétexte de vouloir dénouer une forme de publicité, en fait, tu en refais juste une autre, mais qui est déguisée différemment. J'en pense qu'il est grand temps maintenant que ce milieu soit réglementé, comme ça, ce sera fait une bonne
bonne fois pour toutes. Bah Il est non, grand temps d'arrêter d'harceler aussi. les gens qui ont volé. C'est vrai que chacun, balayons devant notre propre porte avant de balayer devant celle des autres. Je sais pas, moi, si j'avais jamais eu de ressources financières, je deviens candidate de télé-réalité, faire du buzz, ça devient mon business. Et en fait, je me rends compte que rien n'est contrôlé et que je peux vendre des robes que j'achète 4,53 €. Bah, je sais pas, quoi. Ouais, après, le problème, c'est aussi je pense qu'il y a des gens qui ont aussi pas beaucoup d'argent et qui tombent dans le panneau. Ça tombe toujours sur les plus pauvres. Mais même parmi les acheteurs, je veux dire, qui sont arnaqués, quoi. C'est déjà des gens précaires qui les suivent. Donc, un peu un cercle vicieux, donc hâte que tout ça soit réglementé. Chers amours, chers anges... C'est l'heure de la rôtisserie, mais aujourd'hui nous faisons une évangélisation, c'est-à-dire qu'au lieu de passer au grill quelqu'un et de le faire cuire dans les flammes de l'enfer, je vais l'amener directement aux portes de, j'ai envie de dire Saint-Jean, Saint-Pierre, Saint-Paul, du paradis. Qui tient le paradis? Dieu, Jésus. Aujourd'hui on évangélise Laura Felpin. Alors c'est pas une idée de moi, c'est d'abord une idée de la cérémonie des Molières qui a remis le Molière de l'humour à la comédienne pour son spectacle Ça passe. Vous la connaissez en Annick dans Le Flambeau, sac à crotte comme l'appelle Cadmerade, mais on la connaît aussi dans LOL qui ressort, on la connaît également grâce aux météos un petit peu loufoques qu'elle a fait sur Quotidien en 2019 notamment. Et enfin bon bref, on va passer en revue sa vie, voilà, afin de voir qui elle est. Bon, elle faisait face pour ce prix à Manu Payette, Stéphane Guillon et Florence Foresti, des artistes bien installés dans son domaine et reconnus depuis des années. Mais non, c'est la jeune actrice de 33 ans, originaire de Mulhouse. Voilà, enfin quelque chose de sympa à dire sur Mulhouse, qui a raflé ce trophée dans cette cérémonie qui était diffusée sur France 3. Et elle a rendu hommage à ses inspirations, notamment Florence Foresti qui était dans la salle. Elle le lui a carrément dédié en disant « Je suis humoriste aujourd'hui grâce à des femmes comme elle ». Alors revenons un petit peu sur son parcours. Qui est-elle ? Eh bien vous n'allez pas le croire. Son personnage d'Annick paraît parfois être même un personnage de composition puisqu'elle a d'abord fait 2 ans de faculté des arts du spectacle en Alsace. Ce qui paraît être un camoulox pour dire « Je porte des sarouels et pourquoi pas parfois des dreads ». Elle a ensuite fait une formation de comédienne à Paris, elle a publié des parodies, elle a fait des doublages pour le ciné, pour la télé, et avec une pote, elle a fait un super court-métrage qu'elle a diffusé sur Snapchat pour lutter contre les violences faites aux femmes, un court-métrage qui lui a valu d'avoir un prix de la part d'une association. En 2019, elle est sur Quotidien, elle finit par quitter l'émission, elle l'a révélé plus tard car l'ambiance y était trop dure, elle n'avait pas l'impression d'être vue à sa juste valeur et elle avait l'impression que son humour n'était plus forcément apprécié après plusieurs mois, mais en tout cas, elle avait fait mouche dans le cœur des Français. Elle arrive ensuite à la Comédie de Paris avec son premier spectacle qu'elle a écrit en 2022 et ça pour moi c'est juste un truc de ouf. C'est son premier spectacle, je ne l'ai jamais croisé en comédie club et la meuf est si forte qu'elle a réussi à avoir un prix. Est-ce que Picasso, son premier dessin, ça valait cher? Probablement. C'est ce qui s'appelle peut-être le talent inné. Dans le cas de Laura Felpin, on est en plus avec quelqu'un qui n'est pas problématique mais plutôt emblématique. Et puis, ça me fait plaisir de voir que des femmes gagnent de plus en plus ce prix de l'humour. Je pense que si on regarde le nombre de prix depuis la création de l'émission, il doit évidemment y avoir une majorité d'hommes. Et en 2017 et 2018, Blanche Gardin a eu ce prix 2 fois d'affilée. Et voir Laura Felpin la voir, je me dis, bon, tu sais quoi, Cache Pistache Nature Peinture, dans les comédie clubs, ça reste très sexiste. Mais auprès de certaines institutions, on remet à César ce qui revient à César, ou plutôt à Laura Felpin ce qui revient à Laura Felpin. Oui. C'est quoi ta reco? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. C'est l'heure de la reco Intello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook. C'est pour dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus arty ne connaît pas. Cette semaine, je vais vous parler du magazine Censored. Alors Censored, c'est une revue féministe et artistique qui a été créée en 2018 par 2 sœurs, Apolline et Clémentine Labrosse. Elles décrivent ce magazine beaucoup mieux que moi. Elles écrivent par exemple sur le site « Bien souvent dans l'histoire, les révolutions se sont accompagnées de leurs expressions artistiques. Dans un monde où les minorités de genre sont sous-représentées dans les arts, Censored veut laisser une trace et inspirer de nouveaux imaginaires. » Le magazine a plein de photos, des textes poétiques, des articles journalistiques, des interviews, des illustrations, des collages, plein de trucs différents. La DA du magazine, elle est vraiment sublime. C'est vraiment un objet d'art à part entière, je trouve. Le nouveau numéro de Censored est sorti le 21 avril dernier. Il est sur l'écoféminisme. Il a un nom impossible à prononcer, mais je vais quand même tenter. Apocalyptico Trash Ecocidocicius. Et voilà, il y en a beaucoup des magazines qui parlent d'écologie. Mais là, Censored en parle vraiment sous un prisme anticapitaliste
et antiraciste. Le numéro parle d'exploitation de la terre, des espèces, des femmes, des minorités de genre et des personnes racisées avec vraiment engagement et sensibilité. Il y a plusieurs parties. Il y a Tu te souviendras, dédié un peu aux archives de l'écoféminisme. Tu ressentiras la terre, qui est une partie pleine de cartes blanches d'artistes émergents et de récits politiques. Tu ne tueras point, qui explique un peu les ravages du capitalisme. Tu préserveras le bien commun, qui explique aussi l'esprit un peu de communauté et qui fait une éloge de la joie et aussi du vivant. Et enfin, Tu muteras sans promesse, un peu une perspective, comment est-ce qu'on transforme tout ça. Dans les personnes qui participent au numéro, il y a moi, Romy Alizé, Naya Kombari, qui est une artiste qui travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle, Myriam Baafou et même Starhawk, qui est une écrivaine vraiment phare de l'écoféminisme. Et ce numéro fait un petit peu un état des lieux honnête de l'écoféminisme, tout en restant très optimiste, je trouve. On montre vachement dans ce numéro, je trouve, le champ des possibles. C'est pas que un état des lieux un peu pessimiste, tu vois. On voit un petit peu vers quoi on peut se tourner vers l'avenir. Et même avant d'écrire dans Censored, je collectionnais déjà d'ailleurs les magazines parce qu'ils sont super beaux et ils sont aussi très inspirants. Il y a beaucoup d'artistes, d'écrivains, de journalistes émergents mais aussi des plus confirmés. Et je trouve que c'est vraiment un beau patchwork avec une esthétique punk. Le dernier numéro est disponible depuis le 21 avril dans certaines librairies. Vous pouvez voir la liste sur le site de Censored. Ou alors il est disponible également en ligne sur le site de Censored. Et puis il y a une soirée de lancement le 3 mai prochain au Point Éphémère à Paris et je vous y attends de pied ferme. Trop bien. Si vous n'allez pas au Point Éphémère, mais sachez qu'Audrey vous y attend. Allez choper ce magnifique magazine Censored chez votre meilleur libraire. Allez voir du spectacle vivant. Allez voir Laura Felpin en tournée. Allez proposer des psys à ses bidadis, ainsi qu'à Booba. On vous fait plein de bisous. Il nous tarde, il ne reste plus qu'un mois avant l'arrivée de Kumbis, la 3e membre des Mains dans la Pop, qui revient en héroïne après avoir donné la vie. Oui, je prends les grands mots pour parler des grandes choses. Le 14 février dernier, son enfant est né et elle reviendra de son congé maternité. Ça rime parce qu'on te kiffe, bébé. Allez, gros bisous Audrey, bisous tout le monde. Bisous tout le monde. Les Mains dans la Pop est une émission de nouvelles écoutes animée par Mao Drama et Audrey Coupé de Kermadec, produite par Julien Neuville. Montage, mixage et enregistrement par Livio Boulanger au studio Artistique Palace. Directrice générale adjointe Nora Issem. Directrice artistique Aurore Mailleux. Directrice des productions Marion Gourdon. Directrice commerciale Emmanuel Fortunato. Chargée de production Cassandra De Carvalho.